Je vais vous présenter l'intervenant suivant. Il s'agit de Denis Lafay, qui est journaliste et qui nous a demandé d'intervertir sa présentation avec celle qui était prévue, parce que je ne vous apprends rien, qu'il y a une actualité internationale, voire états-unienne importante, et dans sa qualité de journaliste à la Tribune, il est obligé d'aller travailler d'arrache-pied sur ces articles à apparaître prochainement. Donc, on va accueillir donc Denis, qui va nous parler de la santé à la démocratie, une même approche éthique. Merci Denis. Merci à vous et puis merci d'accepter cette inversion des horaires. En effet, en étant éditorialiste à la Tribune, il faut bien sûr toujours s'adapter à l'actualité, et l'actualité dicte pour moi de repartir travailler tout à l'heure. Donc bonjour à vous tous. Ma surprise a été grande lorsque François Chapuis et Élodie Camille Lemoine m'ont sollicité pour cette intervention. Pourquoi moi, me suis-je demandé, quel est mon crédit, quelle est ma légitimité pour porter une voix dans le cadre des 20 ans de la loi bioéthique? Je ne suis ni philosophe, ni éthicien, ni professeur de médecine. Je ne suis qu'un journaliste, un passeur, qui plus est associé à un quotidien national économique. Mes essais, romans et monographies de peintres sont bien éloignés des sujets qui nous rassemblent pendant ces 2 jours. Alors certes, j'ai eu le privilège d'accompagner le professeur Jean-François Delfrécy dans la réalisation de sa biographie publiée l'an dernier au Seuil. Avec le professeur Axel Kahn, quelque temps avant sa disparition, j'ai composé un essai à 4 mains sur l'éthique. Et pour la Tribune, j'ai initié cette année la première édition de l'événement Impact Santé, qui se poursuit en 2025, précisément le 29 avril à Paris. Mais mon expertise dans le domaine médical se réduit à cela, c'est-à-dire à presque rien. J'ai donc patienté quelques jours avant de répondre et j'ai accepté au motif que l'éthique en santé convoque une réflexion holistique qui transcende toutes les disciplines et s'applique notamment à 2 d'entre elles cardinales dans le fonctionnement de la société, le management et la démocratie. Et alors de m'interroger, de la santé à la démocratie, l'approche éthique est-elle une ? Je vais donc partager avec vous quelques réflexions sur l'éthique et le management qui sont absolument étrangères aux spécificités de votre environnement, mais peut-être parviendrons-nous ensemble à les arrimer à votre cœur de métier. Je ne suis pas du tout certain d'apporter un éclairage pertinent et utile. En revanche, je peux vous assurer du plaisir que j'ai eu de préparer cette intervention. 45 généreuses minutes m'étaient proposées. Je vous rassure, je ferai plus court et je rentrerai dans la case des 30 minutes. Alors d'abord, entendons-nous sur l'éthique. Je vous fais l'économie des poncifs, ceux qui l'assimilent maladroitement à la morale, ceux aussi qui la galvaudent fallacieusement et indignement, ceux enfin qui la mobilisent à l'intérieur du cadre de la légalité, alors qu'au contraire, c'est surtout au-delà de ce périmètre, là où nous sommes sans repère, là où domine l'indétermination, qu'elle doit être interpellée. L'éthique telle que je la conçois, c'est une colonne vertébrale, presque une raison d'être, et donc une bonne raison, une juste raison de faire. Par essence, l'éthique convoque l'exercice de la responsabilité vis-à-vis de soi et à l'égard des autres, invitant à agir en responsabilité d'autrui. Estimer qu'on est le seul important, qu'on est le plus important, qu'on est important au même titre que d'autres importants, ou enfin que chaque autre est important, conditionne notre approche éthique, et donc notre comportement, lequel en permanence jongle entre individualisme et empathie, entre l'égotisme indissociable de tout être humain et l'altruisme qu'on doit aux autres. Ces autres sont les défunts auxquels on doit la mémoire, les autres sont les contemporains auxquels on doit le principe fondamental de réciprocité. J'existe parce qu'à mes yeux vous êtes et parce qu'à vos yeux je suis. Les autres sont aussi les générations futures auxquelles on doit une considération absolue et d'autant plus complexe à honorer que nous ne les croiserons pas. Enfin, les autres sont cette nature, cette vie non humaine que notre anthropocentrisme, notre scientisme, mais aussi notre fascination carnivore pour l'accroissement, l'accumulation, la compétition, l'asservissement ont négligé, méprisé et dompté jusqu'à perpétrer l'écocide. Cette existence non humaine qui chaque jour et plus encore les jours à venir nous fait savoir que nous allons payer cher notre vanité, notre morgue et à travers elle notre dérobat d'éthique face à l'accomplissement du progrès. Être en réflexion éthique, c'est donc être en permanence dans le questionnement de l'humanité.
Questionnement, voilà une notion prépondérante lorsqu'on veut s'exprimer sur l'éthique. En effet, l'éthique, c'est tout, sauf produire des raisonnements uniformes ou des concepts universels. L'éthique est chez chacun d'entre nous une, indivisible, intrinsèque, totalement intime, mais elle résulte de références, de convictions, de principes, de comportements qui ont germé dès notre enfance, qui ont sédimenté dans notre environnement familial, scolaire, étudiant, qui prospèrent ou s'éteignent dans notre cheminement amical, amoureux, professionnel, associatif, culturel, social, spirituel. L'éthique est à la fois imperméable et poreuse aux influences. Explorer l'éthique, partager une réflexion éthique, c'est soulever et diffuser parfois avec courage des interrogations en réponse auxquelles chacun décide ou non de se positionner, décide ou non d'agir en responsabilité, décide ou non de tracer ce qu'Edgar Morin nomme une voie. L'éthique, c'est donc être en questionnement, c'est aussi être dans le doute, dans l'humilité du doute. C'est être dans la confrontation des expertises, des connaissances, car la mise en perspective, voire en danger de nos opinions fait progresser l'exercice, l'exigence éthique de nos convictions. Et s'il faut retenir un verbe qui l'incarne peut-être le mieux, c'est résister. D'évoquer alors Edgar Morin n'est pas fortuit, lui qui a échangé son identité Naoum pour le patronyme Morin lorsqu'il combattait dans les rangs de la résistance au début des années 40. Être en exigence éthique, c'est être en résistance, bien sûr, contre ceux et contre ceux qu'on juge ennemis des valeurs de notre conscience, mais aussi être en résistance contre ses propres tentations nauséabondes, contre ses propres pulsions nocives, contre la puissance mortifère du groupe, à l'origine de nos léthargies cognitives, ainsi définies par l'économiste Pierre-Yves Gomez, contre les commodes certitudes et la confortable doxa, contre le désir égocentrique qui nous détourne de l'attention pour autrui, contre la facilité et le simplisme auquel il faut opposer le goût et l'apprentissage de la complexité. Questionnement, doute, exposition aux autres, résistance, voilà ce que le management devrait lui aussi cultiver. Voilà malheureusement ce qu'il n'apprécie guère. Vous l'avez deviné, j'en viens donc au deuxième item, management. Que signifie l'anglicisme ? Gestion. En entreprise, et cela vaut bien sûr pour un établissement hospitalier, universitaire ou de recherche, on parle de gestion de projet, gestion financière, gestion comptable, gestion informatique, gestion des ressources humaines, j'y reviendrai plus tard. Gestion, c'est une nécessité, mais c'est un mot, somme toute, assez médiocre, et que la tyrannie des reporting, de l'efficacité, du chiffre, de la norme, appauvrit plus encore, car elle déshumanise. Elle siphonne sa substantifique moelle, la matière humaine. Un exemple, la pratique du télétravail lorsqu'elle est presque illimitée. Au nom d'une meilleure gestion des coûts, dit plus trivialement d'une gestion des coûts immédiatement plus rentable, les entreprises ont éludé les effets sociaux, sociétaux, organisationnels, affectifs délétères. Elles ont esquivé les répercussions à long terme qui affectent le sentiment d'appartenance, le lien social, l'inclusion sociale, les flux d'intelligence collective, la capacité d'innovation, les dispositions à la créativité et notamment les opportunités de sérendipité. Tout management exigeant, d'un point de vue éthique, devrait intégrer le droit au doute, le droit à l'erreur, à l'échec, le droit au renoncement. Il devrait composer avec un autre droit, lui aussi fondamental, le droit à la fragilité. Un droit essentiel pour deux raisons. D'une part, nombre de trésors se nichent dans nos fragilités. D'autre part, le management néolibéral et la doctrine de la croissance constituent un poison de vulnérabilité. Je vous invite à lire le rapport de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté qui vient d'être publié. Titré « L'économie du burn-out », il indique que les sociétés phagocytées par la croissance génèrent, je cite, « un climat de compétition et de course à la performance, entraînant un sentiment d'anxiété, lequel pousse à la dépression les travailleurs qui ne parviennent pas à répondre aux attentes irréalistes dictées par le diktat productiviste et la quête monomaniaque de l'augmentation du PIB. 1 000 milliards de dollars perdus chaque année, affirme même le rapporteur spécial Olivier de Schutter. Or, la règle qui s'applique à une planète ou à un État est identique à celle qui charpente l'ADN d'une entreprise. Je vous invite aussi à lire l'impressionnant document essai de Joanne Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme a aujourd'hui paru chez NRF Gallimard, il y a 3 ans.
Professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, ce normalien agrégé et docteur en histoire est l'un des plus réputés exégètes du nazisme. Déjà, il avait alors seulement 17 ans. C'est sur le sujet des fascismes en Europe qu'il avait été lauréat du concours général d'histoire. Pourquoi je vous cite Chapoutot et ses travaux ? Ces investigations scientifiques d'historiens rapportent que l'organisation nazie a modélisé, institutionnalisé la notion de ressources humaines à laquelle je faisais référence tout à l'heure, cette notion à laquelle depuis plusieurs décennies nous associons spontanément celle de management. Autant donc admettre qu'agréger éthique à management est lourd de sens, lourd de précautions et lourde d'interrogations. Parmi elles, comment concilier épanouissement des salariés et accroissement de la productivité, émancipation des salariés et exigence des actionnaires, autonomie des salariés et uniformisation des process. Comment accorder reconnaissance des salariés et invisibilité des décideurs, respect de l'environnement et obsession de croissance, sens du travail et organisation parfois insensée du travail, progrès ou ivresse technologique et nécessité de liens humains. Comment concevoir tassement des rémunérations des salariés et bondissement exponentiel des hauts revenus liés à l'inflation des profits du capital, eux-mêmes enchéris par de subtils dispositifs fiscaux. Songez qu'en 2023, au titre des 3 milliards d'euros de dividendes qu'elle avait perçus l'année précédente seulement en France, la famille Arnault, propriétaire de LVMH, aurait dû s'acquitter de 900 millions d'euros d'impôts correspondant aux 30% de flat tax. En réalité, ce taux a oscillé entre 0% et 0,5%, ceci en toute légalité, via des sociétés écrans qui exonèrent les destinataires physiques d'honorer l'impôt. Faites le calcul. L'information émane de l'Observatoire européen de la fiscalité, en partie financé par l'Union européenne et diligenté auprès de l'École d'économie de Paris. Oui, ce qui est parfaitement légal peut être parfaitement amoral et même parfaitement immoral. Il appartient alors à notre curseur éthique intime d'arbitrer. Mais aussi, car aucune configuration n'est jamais binaire, comment mieux responsabiliser les salariés à l'égard de leur employeur, comment stimuler l'exercice individuel de la responsabilité quand nous évoluons, je cite là le président de Renault Group, Jean-Dominique Sénard, dans une société anonyme à irresponsabilité illimitée. Sénard que les travaux aux côtés de Nicole Notat sur la raison d'être des entreprises et sur les entreprises à mission, que les expérimentations aussi managériales quand il dirigeait Michelin, nimbe d'une autorité intellectuelle et morale qui est peu contestable. Tout questionnement éthique rapporte aux objectifs, aux desseins, à cette fameuse raison d'être du sujet managérial qu'on aborde. Par exemple, on peut considérer qu'en santé, l'objectif principal est de soigner et de guérir. Mais quel est celui de l'entreprise ? Quelle doit être sa vocation sincère, authentique ? Est-elle de créer une communauté d'innovation, de fabrication, de distribution? Est-elle d'entraîner dans une aventure humaine, de proposer un espace d'accomplissement individuel et collectif, de proposer un espace de cultiver le sens du travail, d'adopter une gouvernance démocratique, ou est-elle avant tout d'enrichir ses investisseurs ? Est-elle de gratifier sans mesure les actionnaires ou est-elle de rémunérer équitablement l'ensemble des parties prenantes, actionnaires car elles prennent des risques et financent les moyens du développement, mais aussi salariés, fournisseurs ou territoires. À quelles extrémités l'entreprise doit-elle accepter de se conformer, y compris en matière de croissance, afin d'honorer un devoir pluriel de responsabilité, responsabilité financière bien sûr, puisque sa pérennité repose sur sa santé comptable, mais aussi responsabilité sociale, territoriale, sociétale et environnementale. Lorsqu'il fit le choix de mourir, son père adressa à Axel Kahn une missive comme une recommandation testamentaire. « Sois raisonnable et humain ». Ces 4 mots forment une balise éthique qui, à mes yeux, semble particulièrement bien adaptée aux enjeux antithétiques auxquels le management dans toute entreprise, publique ou privée, marchande ou associative, locale ou multinationale est confronté. Le management dans toute entreprise et à travers lui notre rapport personnel au pouvoir. Comment notre appétit de pouvoir, comment le contenir dans des limites raisonnables et humaines, c'est peut-être là que se joue l'un des principaux enjeux éthiques.
Le management doit-il être humain? Peut-il être éthique? Nous interroge le comité d'organisation et le comité scientifique du colloque. Vous le constatez avec moi, tout ce que suggère le management sollicite notre sensibilité éthique. Dans le domaine de la santé, la liste des sujets est presque infinie. Juste distribution des coûteuses thérapies, juste prise en charge des individus qui s'exposent au risque en pleine conscience, juste considération du personnel soignant, juste ou plutôt moins injuste tri, juste parade au nombre croissant d'arrêts maladie, juste contribution individuelle à l'effort collectif pour endiguer le déficit de la sécurité sociale, juste dispositif médical pour les personnes immigrées, juste approche de l'équité en alternative au dogme perfectible de l'égalité, la question du juste management est omniprésente. Juste, la préoccupation de justice est par essence consubstantielle à l'exigence éthique. Et cette considération immarcessible de la justice fait lien naturellement avec l'objet final, l'aboutissement de mon raisonnement, la démocratie. Car que signifie protéger, défendre, sanctuariser, réinventer la démocratie si ce n'est penser une organisation focalisée sur le respect des libertés et la quête de justice? Comment penser l'éthique en démocratie? Plus précisément, comment penser l'éthique de la démocratie et l'éthique pour la démocratie? Malade, infecté notamment par le déficit éthique, voilà comment est notre démocratie. Où est l'exigence éthique dans le débat public et politique, dans l'expression et la pratique de la parole, mais aussi dans le traitement de l'information? Débat, parole et information intoxiqués par l'hystérie, l'instantanéité, l'antagonisation des opinions, par la haine et l'anonymat des réactions, par le cloisonnement des pensées et l'enfermement algorithmique, par l'arme redoutable du soupçon et la prolifération de la post-vérité qu'enflamment les vertigineuses propriétés de l'intelligence artificielle, enfin par l'ostracisme idéologique et le délire anti-élite exercé contre la communauté des experts et des intellectuels. Cette défiance envers la science, livrée en pâture à toute forme d'instrumentalisation, a constitué pendant la pandémie Covid-19 les garnisons anti-vax. Elle embrase aujourd'hui le climato-scepticisme qui, comme le confirme une étude rapportée dans Le Monde ce week-end, connaît une déconcertante percée. Il y a quelques semaines, lors d'une émission sur France Inter relatant mon dernier essai consacré au moment historique que notre démocratie a vécu après la dissolution du 9 juin, le député RN Sébastien Chenu m'a objecté qu'il faisait bien davantage confiance à l'opinion du peuple qu'aux travaux des experts. À mes yeux, l'exacte définition du populisme, contestée par principe l'expertise, c'est directement affaiblir la démocratie. Et je reviens un instant sur le verbe débattre. Étymologiquement, débattre signifie ce que m'a un jour rapporté le philosophe Étienne Klein, signifie ne pas se battre. En d'autres termes, s'écarter du chemin auquel le confort et l'hyper-individualisme nous rivent. Transgresser une croyance figée dans notre éducation, notre culture, notre groupe social. Courir le risque de récuser ce que l'on pensait irréfutablement exact et juste. Débattre, c'est soutenir que le dialogue entre les savoirs, la rencontre entre les différences, la confrontation au dissensus féconde le possible. Tendre la main à l'opinion distincte, ce n'est pas renier sa conviction, c'est la mettre à l'épreuve pour qu'elle progresse. Débattre, c'est donc accepter en premier lieu d'entrer en questionnement et même en conflit avec soi. Alors on accueille l'opinion divergente non comme une hostilité, mais comme la liberté de penser différemment, et parfois même comme l'opportunité de faire grandir sa propre conscience, de convoiter l'excellence éthique. Débattre, somme de considérer la raison et le fait non comme des ennemis, mais comme le curseur des émotions et le geôlier des pulsions. L'opinion est distincte du savoir. L'interprétation n'est pas la science. Raison, émotion et morale ne font pas bon ménage. Aucun sujet ou presque ne se prête au manichéisme. L'anecdote ne peut pas devenir événement, on ne peut pas la laisser frelater l'essentiel. Militer n'est pas synonyme d'excommunier. Déconstruire ne signifie pas détruire. Peu de causes justifient l'opprobre. S'opposer à une théorie n'autorise qu'en de rares cas à vilipender son auteur. Débattre, c'est adopter une architecture cognitive et relationnelle qui a pour charpente le respect,
la nuance, le compromis, la pédagogie. Et la faculté de se placer soi-même en situation inconfortable, inhabituelle, de recomposer sa propre conviction à l'écoute ou à la lecture de celle de celui qui vient la bousculer. Débattre, c'est évidemment penser contre soi. Cet aparté sur le débat, je le partage avec vous pour deux raisons. Il est une clé de voûte de tout cheminement éthique et les multiples agressions qu'il éprouve démantèlent notre démocratie. Une démocratie titubante donc, mais une démocratie riche de ressources. Le rapport annuel sur l'état de la France, commandé par le CESE et qui a fait grand bruit ces derniers jours, en est la démonstration. Les premiers commentaires l'ont un peu hâtivement confiné à quelques repères, certes très inquiétants. 51% des Français jugent que seul un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. 23% contestent à la démocratie d'être le meilleur système politique. La proportion grimpe à 31% chez les moins de 35 ans. 76% des personnes interrogées vitupèrent un personnel politique à leurs yeux déconnecté des réalités des citoyens. Et la perception d'un vaste éventail d'inégalités traverse toute l'étude. Comment s'étonner alors qu'un quart des Français, je cite, n'ont pas le sentiment de faire véritablement partie de la société? Mais le rapport insiste aussi sur ce qui peut, sur ce qui doit être entrepris, notamment pour stimuler le sentiment d'utilité individuelle et l'engagement citoyen vécu comme un puissant vecteur d'épanouissement. Pour associer vraiment les citoyens à la prise de décision, de la consultation à la co-construction. Pour assimiler leur pouvoir d'agir à un investissement d'avenir. Comme collaboration, co-élaboration, coopération. Le paléoanthropologue Pascal Pic a bien raison d'insister sur le sens fondamental du préfixe « co » lorsqu'on s'intéresse aux moyens de revitaliser l'enjeu démocratique. Il s'agit ni plus ni moins de repenser les instruments de la démocratie afin de cimenter la conviction démocratique et de réenchanter le goût de la démocratie. L'architecture de la démocratie représentative étant figée dans une constitution quasi inébranlable, c'est à développer la démocratie délibérative, la démocratie participative qu'il faut s'atteler. Une démocratie citoyenne dont la vocation n'est pas de se substituer à la démocratie représentative, mais bien au contraire, de la nourrir, de la challenger afin de la renforcer. Une démocratie à deux bras, reliée à un tronc qui soit et qui fasse véritablement société. Vivre ensemble, ce serait un formidable projet collectif. Et les exemples sont concrets. Je citerai la Convention citoyenne sur le climat, malheureusement tronquée par l'arbitrage final du chef de l'État. Une autre, au cœur des prérogatives des espaces éthiques, a été abondamment saluée, la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont l'aboutissement législatif est reporté lui aussi depuis un autre geste présidentiel, celui de la dissolution de l'Assemblée nationale. Geste à propos duquel l'ex-secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, me confiait lucidement « Il est l'aboutissement d'une dissolution démocratique qui exige plus que jamais un sursaut démocratique. La démocratie est un corps vivant. Elle doit être une réalité permanente. Pas seulement entre deux élections et pas uniquement dans le cénacle politique. Elle doit se vivre partout. Évidemment sur le lieu de travail, dans les entreprises, mais aussi dans les associations ou les syndicats, au sein de la famille, à l'université et même à l'école. Le retour d'expérience des concertations lycéennes menées par l'Espace éthique Île-de-France sur l'édition du génome et la fin de vie devrait à ce titre être précieux. De la démocratie à la politique, il n'y a qu'un pas, puisque l'une et l'autre sont par définition indissociables. Et c'est par l'éthique en politique que je souhaite conclure. Je ne vais pas aborder, je vous rassure, les conditions éthiques d'une bonne pratique politique. D'abord, je n'en ai pas les compétences, ce n'est pas mon registre, et je renvoie pour cela aux travaux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce 6 novembre, nous découvrons la victoire triomphale de Donald Trump. Une victoire pour nombre d'entre nous, Français, effrayante. Un prochain président des États-Unis disposé à embarquer son pays et le monde dans le chaos, dans le délire illibéral, dans le vertige antidémocratique. Et c'est en réaction à un péril politique particulier que je souhaite éveiller un autre sursaut, celui-là éthique. Un péril même civilisationnel qui me hante, celui que le spectre populiste, extrémiste, xénophobe, liberticide, complotiste exerce sur l'avenir de nos démocraties et qui poursuit sa gangrène partout sur la planète, de l'Europe à l'Amérique.
Je faisais référence il y a quelques instants à Edgar Morin. Je n'ai rien oublié de la sidération, des tourments, de la colère qui nous avaient envahis tous deux il y a 8 ans, jour pour jour. Ce même matin du résultat volcanique du scrutin outre-Atlantique, nous allions débattre ensemble lors d'un colloque au CNAM. Le propos éthique qui suit m'est propre, c'est-à-dire qu'il respecte vraiment, sans anathème ni aucun jugement, celles et ceux qui n'en partagent ni le motif, ni l'expression, ni les ressorts. Ce propos éthique, je l'extrais de mon dernier roman, Mal. Mal convoque 2 récits qui progressent en parallèle, puis se croisent, dialoguent, s'enchâssent et ne font qu'un. Il met en perspective le mal inné et le mal acquis, le mal endogène et celui que projettent sur nous les tourments de l'époque. Un mal protéiforme qui a pour décorum l'arrivée au pouvoir par le suffrage universel d'un certain Kevin Darbella. Je précise que Mal est paru en février, cet hiver, plusieurs mois donc avant les scrutins européens et législatifs. Je me permets donc de vous lire un passage. Il relate une lettre que l'incarnation métaphysique du mal exhume d'un opuscule clandestin, une lettre qu'un écrivain a publiée avant de se suicider. Kevin Darbella est arrivé au pouvoir sans coup d'État un jour de printemps. La démocratie et le peuple l'ont désigné, sans révolution donc, mais aussi sans surprise. Dans les années qui précédaient le scrutin, la population dans sa majorité riait d'une telle hypothèse. C'est impossible, voyons. Les mois s'étaient ensuite écoulés, rapprochant les citoyens de l'échéance électorale. Moqueries et diatribes s'étaient peu à peu dissipées, un grand voile avait drapé les consciences. Au gré des situations, ce voile était de certitude, de neutralité, de couardise et de sympathie de moins en moins dissimulée pour le candidat. Darbella est parvenu au pouvoir suprême à la faveur d'un travail de sape presque invisible, dilué dans le bruit du quotidien, qu'il a accompli grâce à une conjonction de circonstances qui ne doit rien au hasard. Des médias, en premier lieu ceux du machiavélien Vicente Coppola, ont dédiabolisé, puis institutionnalisé sa doctrine. Leur œuvre a bénéficié des activités d'une petite armée de génies informaticiens aux commandes de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, profitant de l'absence de régulation pour répandre fake news et deepfake, pour développer des algorithmes aliénateurs. Cette collusion fanatique a inséminé dans les consciences les bons arguments, réels ou fantasmés du venin réactionnaire, ultra-conservateur, raciste, et cela avec talent. Et sans grande difficulté, il est plus facile d'exciter, de radicaliser les esprits que de les apaiser ou les réconcilier. Ainsi normalisée, l'idéologie de Darbella est passée d'inacceptable à audible, puis à respectable. Elle a sournoisement colonisé les consciences, même les plus critiques, les plus éclairées d'entre elles, celles qui se croyaient immunisées contre ce qu'elle qualifiait de vermine, se sont laissées chloroformer. Dans le même temps, ces opposants politiques ont commencé de moins en moins à s'opposer, par paresse ou pleutrerie, par suffisance ou calcul électoraliste, peu importe l'explication. Ils ont baissé la garde, puis bien qu'ils s'en défendent aujourd'hui, ont déposé les armes. Naguère, ils vociféraient sans relâche. Ensuite, au fur et à mesure que les relais médiatiques et technologiques ont fondu dans la doxa extrémiste, ils ont crié moins fort, moins longtemps, moins convaincus. Leur duplicité a entaillé, puis a éventré la muraille qu'on pensait infranchissable, cette muraille qu'ils avaient érigée depuis des décennies au nom d'une solidarité humaniste grandiloquente mais efficace. L'insidieuse abdication s'est insinuée dans toutes les strates de la société. Les oppositions syndicales, l'intégrité des organismes indépendants se sont elles aussi délayées. La force d'un groupe est de ramifier en profondeur et d'entraîner par cercle concentrique son environnement vers le bien ou vers le mal. Tout individu sait lutter contre une théorie marginale. Mais lorsque la minorité s'étend, lorsqu'elle s'enracine selon un processus de banalisation aussi performant, la théorie la plus fétide devient tolérable puis majoritaire. L'araignée a tissé sa toile avec patience, avec méthode, elle a jonglé avec les lâchetés, les aveuglements, les rivalités. La résignation a suppléé la protestation, le son du silence a muselé celui de la colère. Les esprits émancipés ont fondu dans la domestication. Les oppositions se sont enquistées et se sont tournées vers l'adaptation. L'œuvre maléfique de Darbella a encagé les consciences.
Pourquoi je partage avec vous ces quelques pages de mon roman? Évidemment pas pour en faire la promotion, vous l'avez compris. L'objet n'est pas non plus de vous informer que dans l'ADN de l'extrême droite figure la disparition des organismes d'intermédiation et des espaces de démocratie citoyenne auxquels appartiennent des structures comme celle qui nous réunit aujourd'hui, puisque ça, vous le savez déjà. Bernard Kouchner me confia un jour une grave question qu'il se posait lorsqu'il voulait évaluer l'épaisseur éthique de son interlocuteur, ou plus sûrement la sienne. Comment, face au dilemme tragique, se serait-il, lui, donc, mais aussi son vis-à-vis, se serait-il donc comporté pendant la Seconde Guerre mondiale? J'ai composé ce roman pour espérer voir un peu plus clair au fond de moi sur ce qui fait démarcation et arbitrage entre courage et lâcheté, entre abnégation et abdication, entre opportunisme et constance. Voir un peu plus clair sur ma faculté de me déterminer face au péril, de ne pas céder à la banalisation du mal, de combattre le mécanisme qui endorme les consciences, la capacité de discernement et celle de résistance. Un peu plus clair, signifiant un peu plus honnêtement. En effet, exigences éthiques et exigences d'honnêteté, d'intégrité sont insécables. Écrire pave tout simplement mon cheminement éthique par essence instable et très vulnérable. Comme vous tous, j'en suis convaincu, j'ai la chance d'être amoureux de théâtre, de peinture, de musique, de lecture et de cinéma, de toute cette formidable créativité qui ébranle, conteste, enrichit en permanence nos interrogations éthiques. Il y a quelques jours, j'assistais à la projection de l'histoire de Suleiman, puis à celle des graines du figuier sauvage. Pendant le visionnage du premier, je ne cessais de me demander, suis-je toujours capable de tendre la main à un immigré? Pendant le visionnage du chef-d'œuvre iranien, je ne cessais de me demander, si ma fille avait été l'une de ces étudiantes, se dévoilant et défiant le régime des mollahs au péril de sa vie, l'aurais-je, par amour et par conviction, soutenue et encouragée, ou par amour et par peur, par amour et par couardise, l'aurais-je découragée, peut-être même cloîtrée? Toute démocratie devrait signifier promouvoir une organisation qui défend de manière équilibrée l'ensemble des intérêts de la communauté, y compris et peut-être surtout ceux des minorités et des plus vulnérables. Une question éthique surgit alors instantanément. Voulons-nous encore sauvegarder ces derniers? La solidarité et, osons le mot, la fraternité sont-elles encore audibles du mécanisme démocratique? Cette double question nous envahit bien au-delà de nos attributs de médecins, d'étudiants ou de journalistes. Elle traverse, elle s'empare de nos existences dans leur entièreté. Je l'évoquais en introduction, le sujet éthique est avant tout une somme d'interrogations auxquelles une vie entière, aussi intègre soit-elle, ne suffit pas pour apporter des réponses solides et sûres. Finalement, emprunter un cheminement éthique, adopter une exigence éthique, se mesure peut-être de manière assez simple. Peut-on se regarder dans un miroir sans trop de honte? Voilà, je vous remercie. Très bonne journée.